Depuis un an, la crise agricole ne faiblit pas en Europe. La colère gronde chez les paysans. On a vu ces cortèges de tracteurs sur les routes de France, de Belgique ou encore d'Espagne. Pour Timothée Dufour, jeune avocat et passionné, issu d'une famille d'agriculteurs en Dordogne, le combat est permanent. Depuis des mois, il prend la défense de ces hommes et de ces femmes accablés par les lois, les textes et d'interminables procédures. Le projet de loi d'orientation agricole a été voté hier par le Sénat français. Est-il de nature à satisfaire le monde agricole? Nous recevons Timothée Dufour à 3 jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Bonsoir. Merci pour cette invitation. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre « La défense est dans le pré, les dossiers chocs de l'avocat de la cause paysanne » aux éditions du Rocher. Ouvrage coécrit avec notre confrère Eric de la Chesnais, journaliste au Figaro, spécialiste de l'agriculture. Alors comment vous qui étiez destiné, paraît-il, à défendre les grandes entreprises du CAC 40, c'est-à-dire la bourse, comment êtes-vous devenu cet ardent défenseur des agriculteurs français? Alors c'est vrai que j'avais un CV, j'allais dire, qui était assez classique pour quelqu'un qui, a priori, devait terminer après des études de droit à l'étranger, une expérience à l'international à l'ambassade de France. À New Delhi, notamment. À New Delhi, un pays que j'ai à cœur, que j'ai toujours à cœur. Après, l'Inde, dont je parle d'ailleurs dans le livre. Après plusieurs années dans ce gros cabinet d'affaires parisien, peut-être même le plus gros d'Europe, forcément, il y avait une forme de prédestination à défendre un certain nombre de dossiers en jeu transfrontaliers, à dimension européenne, à dimension internationale, etc., etc. Et puis il y a eu, j'ai envie de vous dire, cette rencontre, ce coup de téléphone où un jour un client, un secrétaire général d'une entreprise publique m'appelle et me demande de défendre un éleveur. Cet éleveur, il est à Adinville, une petite bourgade des Yvelines, et puis je prends ce dossier à bras-le-corps et je vais le défendre de la même manière que je défendais finalement ces entreprises du CAC 40. Mais peut-être avec une vigueur différente, parce que dans ce dossier, j'ai retrouvé finalement mes propres racines paysannes, puisque, comme vous l'avez peut-être vu dans ce livre, je parle de mes propres racines, de ma propre famille, qui continue d'ailleurs à porter ce flambeau d'éleveur. Avec des grands-parents périgourdins, agriculteurs. Dans ce beau territoire en effet de Dordogne, et avec des cousins maintenant qui reprennent d'ailleurs une partie des exploitations. Donc il y avait eu sentiment finalement à travers de cet appel, une retrouvaille. Avec un lien familial, avec une terre, en l'occurrence la Dordogne. Et aujourd'hui, il est vrai, je crois pouvoir dire, d'avoir le sentiment d'assurer une forme de continuité. Alors certainement, oui, nous ne sommes pas dans la même cour, dans la même basse-cour, puisque maintenant je plaide essentiellement dans les prétoires. Mais vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, pour défendre l'agriculture, il faut des bottes. Et donc il faut aller au plus proche de nos agriculteurs, au plus près de celles et ceux qui nous nourrissent, parce que pour bien défendre, il faut bien comprendre. Et c'est ce que vous faites, vous arpentez le terrain, les campagnes de France, et dans votre livre, vous racontez que les agriculteurs souffrent beaucoup, on l'a vu avec la crise, d'une surréglementation européenne notamment. Quelles sont pour vous les plus absurdes? Quand on vous pose la question, vous racontez l'exemple d'un herbicide. Ce qui est certain, c'est que vous soyez éleveur, que vous soyez céréalier, que vous soyez berger de haute montagne ou pisciculteur, quelle que soit la filière agricole, chaque filière est confrontée à ses propres difficultés juridiques. Vous évoquez là en particulier une difficulté de nos céréaliers, de nos producteurs, de nos arboriculteurs, qui est celle de la distorsion de concurrence. C'est en effet l'une peut-être des hérésies, je crois que la France entière a réalisé, a pris conscience de ce terme, distorsion de concurrence. On n'a jamais autant parlé de distorsion de concurrence. Là, sur certains herbicides, en l'occurrence, on demande aux agriculteurs français de ne pas l'utiliser, alors qu'il est autorisé en Allemagne, en Belgique, en Hollande, et même en Pologne, et que dans les EHPAD, dans les écoles, on retrouve des produits fabriqués, entre guillemets, conçus avec cet herbicide. Parce qu'il y a une volonté des autorités nationales, il y a quelques années, d'être plus royaliste que le roi. Je vais vous dire, dans cette histoire-là, que j'ai plaidé il y a moins de 10 jours devant le tribunal administratif de Lyon, nous avons gagné. Nous avons gagné, pour la première fois, nous avons une décision administrative qui reconnaît les impasses techniques de nos arboriculteurs, qui reconnaît également les distorsions de concurrence et qui, j'espère, fera date demain pour des dossiers équivalents. Mais voyez-vous, la question qui se pose, c'est au-delà de cet herbicide qui concernait une filière, nos arboriculteurs. N'oublions pas la totalité de nos autres filières, nos noisetiers, nos betteraviers, nos endiviers. Chacune de ces filières, chacune de ces producteurs ont leur propre distorsion de concurrence. Avec les Italiens, avec les Hollandais, d'autres ça va être avec les Portugais, d'autres ça va être avec les Grecs. Donc la question qui se pose, c'est comment
on arrive finalement à retrouver une agriculture compétitive. C'était la question notamment qui s'est posée dans les débats parlementaires dernièrement. En même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on voit un monde agricole fragmenté. Parce que là, quand on vous écoute, on se dit pourquoi un grand syndicat comme la FNSEA ne défend pas ses paysans aussi? Alors, vous savez, je crois que le syndicalisme ces dernières années s'est réveillé. Et d'ailleurs, j'en parle dans le livre parce que je crois que pendant trop longtemps, en effet, les syndicats, on a laissé les associations environnementales, on a laissé finalement le mouvement ONG environnementaliste. Que vous critiquez beaucoup dans votre livre. Que je critique, et on en reparlera peut-être un peu plus tard, je crois qu'il va falloir aussi travailler avec eux. Mais si on reste sur la critique que je formule à l'égard de ces ONG, pendant trop longtemps, elles ont investi les prétoires. Et nous, professions agricoles, que ce soit les interprofessions, les syndicats, sommes restés en retrait de ces procédures, de ces décisions administratives. On a laissé la justice faire, finalement. Et aujourd'hui, on assiste à un revirement où les syndicats, les interprofessions prennent le flambeau du combat et vont défendre dans des cas très particuliers les agriculteurs, les filières. C'est une bonne chose, il faut la saluer. En revanche, puisque vous évoquez la question des ONG et des associations, je pense qu'en réalité, la question qui va se poser, c'est jusqu'où mène-t-on ce combat ? Le combat, la procédure, c'est du temps, c'est l'énergie et c'est l'argent. On est bien d'accord qu'on ne joue pas à armes égales entre les associations financées à outrance et un monde agricole qui est, j'allais dire, frappé aussi par la crise économique et financière. Après, ces ONG, leur but, c'est pas d'aller embêter le paysan ou la paysanne, c'est aussi les abattoirs. Il y a l'association L214, notamment, j'imagine, qui vérifie le bien-être animal, par exemple. Bien sûr. C'est aussi une cause louable derrière, je pense que vous en conviendrez. Ah, j'en conviens, mais vous savez, je crois que les véritables distorsions de concurrence, elles se jouent à l'étranger. Je crois qu'on a un modèle agricole qui est hors du commun, et je crois que si on veut le sauver, et soyons capables peut-être d'aller le défendre à l'échelle européenne. Et ayons des ONG, des associations qui aillent faire ce travail comparatif avec les pays voisins européens ou étrangers pour montrer que notre modèle agricole a quelque chose en effet d'exceptionnel. Et vous savez, sur le Mercosur, ce fameux accord international qui a scandalisé l'opinion publique. Moi, entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Qui est toujours en négociation. Mais moi, je n'ai pas entendu une fois les associations s'offusquer de cet accord. Vous savez, c'était pourtant l'occasion unique d'avoir un communiqué de presse co-signé par ces acteurs. Il y a sans doute des associations qui ont quand même mis un bémol sur l'importation de... Je ne l'ai pas vu. Vous qui travaillez dessus, vous n'avez pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Mais vous savez, puisque là, j'étais dans une phase critique, je suis aussi dans le livre dans une phase constructive. Bien sûr. Et peut-être qu'on va y venir, mais vous savez, moi je pense que, je vous le disais à l'instant, les procédures c'est du temps, c'est l'énergie, c'est l'argent. Je pense qu'il va falloir aussi se mettre autour d'une table. Alors, un mot justement, hier les sénateurs français ont adopté à une large majorité le projet de loi agricole, d'orientation en tous les cas. Il s'agit de souveraineté alimentaire notamment. À propos de souveraineté alimentaire, c'est vrai qu'il y a eu la pandémie de Covid et là, les paysans, les agriculteurs sont redevenus un peu parmi les métiers essentiels aux yeux des Français. Puis finalement, aujourd'hui, il y a un désenchantement tout de même. Quel est le malaise ? Alors, vous dites qu'il y a un paradoxe, en fait. Ce qui est certain, c'est que dans quelques jours, d'ailleurs, le salon de l'agriculture va ouvrir. Les Français vont se ruer dans le salon. Vous savez, les Français ont l'habitude de voir la plupart le salon de l'agriculture du hublot de leur avion, de la fenêtre du TGV ou de la voiture qui descend du nord au sud sur l'autoroute A7 ou A10, peu importe. Et là, les Français vont revoir vos vaches cochons. Ils vont se rendre compte que l'agriculture, ce sont des sons, des odeurs, et que pour parvenir à cet élevage de qualité, il faut un travail. Il faut donc des installations. Il faut donc s'agrandir. Il faut donc parfois aussi, en effet, installer, s'agrandir au plus proche, parfois, des lotissements qui sont arrivés bien après nos agriculteurs. Et là, il y a des nouveaux arrivants, des néo-ruraux, et vous dites qu'il y a des conflits. Alors, il y a l'affaire du coq, notamment Maurice, il y a quelques années, sur l'île d'Oléron, il me semble, des voisins s'étaient plaints. Le coq a fini par gagner en justice. Vous qui êtes avocat, on imagine que vous aviez suivi. Qu'est-ce que ça nous dit, cela, en fait ? Vous dites, il faut bien comprendre que quand on s'installe à la campagne, c'est pas seulement cela, mais vous dites, c'est un terrain de travail. Exactement. En fait, moi, si je devais résumer la situation qui, à mon avis, elle est très simple, quand je vois dans tous ces litiges de conflits de voisinage, moi, quand je vois le prototype de ces voisins, ce sont des gens très sympathiques d'une manière très générale. Ce sont des gens très sympathiques. Simplement, le reproche que je peux leur faire, et c'est la critique principale que je formule dans le livre, c'est la déconnexion, la perte d'identité. C'est-à-dire que, si vous voulez, il n'y a plus dans leur famille cette connexion avec la terre, ce grand-père, cette tante, ce cousin, qui finalement, s'il avait été là dans les repas de famille, leur rappellerait
que les travaux des champs, l'activité agricole, font partie de nos territoires ruraux. Et qu'il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de territoires ruraux sans exercice d'activité agricole. Donc moi, ce que je leur reproche, c'est pas tant de venir dans nos campagnes. Bien au contraire, il faut saluer aussi celles et ceux qui viennent remplir nos écoles maternelles. Ça, c'est un autre sujet. Mais n'oublions pas les bases, n'oublions pas le fait que l'agriculture, c'est aussi celle qui façonne les paysages, c'est celle qui nous nourrit, c'est celle qui participe aussi à cette solidarité dans nos villages. Merci beaucoup en tout cas d'être venu témoigner sur ce plateau. On imagine que vous allez faire un saut au Salon de l'Agriculture qui ouvre ses portes samedi avec notamment Houppette, la star de ce salon dont on parlait la semaine dernière sur TV5 Monde. Merci Timothée Dufour d'être venu nous parler du combat que vous menez auprès des agriculteurs français. Merci à vous.